Chaque pas qu'il faisait sur cette terre était une douleur, une humiliation portée dans la chair depuis une blessure de jeunesse qui ne l'avait jamais quitté. Les hommes qui le croisaient pour la première fois voyaient un guerrier estropié, un fils de clan mineur, un visage marqué par la steppe et la poussière. Ils voyaient quelqu'un que l'histoire n'allait pas retenir. Ils avaient tort. Plus tort que n'importe qui avant eux dans l'histoire de l'humanité. Imagine une carte du monde médiéval. Maintenant, efface tout ce qui se trouve entre la Méditerranée orientale et les frontières de la Chine. Efface la Perse. Efface l'Inde du Nord. Efface les empires turcs, les sultanats arabes, les royaumes caucasiens. Remplace tout ça par un seul nom, une seule bannière, une seule volonté. Ce que tu vois n'est pas la carte d'un empire romain, ni mongol, ni ottoman. C'est la carte d'un seul homme. Un homme qui boitait. Il s'appelait Timur. Les Persans l'appelaient Timur-Lengue, Timur le boiteux. En Occident, ce nom s'est transformé en Tamerlan, et pendant des siècles, les chroniqueurs européens ont tremblé en l'écrivant. Les sultans les plus puissants du monde islamique se sont agenouillés devant lui. Les empereurs ont envoyé des ambassadeurs en rasant le sol. Les villes qui ont refusé de se rendre ont disparu de la surface de la terre, remplacées par des pyramides de crânes si hautes qu'elles servaient de point de repère dans le désert. Et pourtant, dans la même ville de Samarcande qu'il avait transformée en capitale du monde, il invitait les plus grands poètes, les astronomes, les architectes, et leur offrait tout ce dont ils avaient besoin pour créer des chefs-d'œuvre qui existent encore aujourd'hui. Voilà le paradoxe au cœur de cette histoire. L'homme qui a ordonné le massacre de près d'1 million de personnes à Delhi en une seule campagne est aussi le grand-père de la dynastie moghole, celle qui a bâti le Taj Mahal. Le guerrier qui a réduit en cendres Bagdad, Damas et Ispahan est aussi celui qui a financé des mosquées, des bibliothèques et des observatoires d'une beauté à couper le souffle. Tamerlan est les deux à la fois, complètement, sans contradiction, sans excuse, sans atténuation. Et c'est précisément pour ça que son histoire est la plus inconfortable, la plus fascinante et la plus nécessaire à comprendre. Ce qui s'est passé entre 1336 et 1405 dans les steppes d'Asie centrale, en Perse, en Inde, en Anatolie et aux portes de la Chine, est l'une des histoires les plus extraordinaires que l'être humain ait jamais vécues. Pas parce qu'un homme a conquis des territoires. Des conquérants, il y en a eu d'autres. Mais parce qu'un infirme, né dans l'obscurité d'un clan sans importance, sans sang royal, sans armée propre, sans droit légitime à régner sur quoi que ce soit, a regardé un monde en ruine et a décidé, froidement, méthodiquement, que tout cela lui appartiendrait. Et il avait raison. Il y a un nom que tu aurais dû apprendre à l'école. Un nom qui devrait figurer dans chaque manuel d'histoire, à côté de César, d'Alexandre, de Napoléon. Un nom qui représente l'une des forces les plus dévastatrices et les plus fascinantes que cette planète ait jamais portée. Ce nom, c'est Tamerlan. Et si tu ne le connais pas, si personne ne te l'a vraiment raconté, ce n'est pas un accident. C'est un choix. Pense à ce que tu sais sur Alexandre le Grand. Tu sais qu'il a conquis la Perse, l'Égypte, une partie de l'Inde. Tu sais qu'il l'a fait à une vitesse qui a stupéfait le monde antique. On t'a appris son nom, ses batailles, sa mort prématurée à 32 ans. Maintenant, compare. Tamerlan a conquis un territoire plus grand que celui d'Alexandre, plus grand que celui de Rome à son apogée, plus grand que celui de Napoléon. Et pourtant,
Dans la plupart des écoles occidentales, son nom n'est qu'une note de bas de page, une anecdote entre deux paragraphes sur les Ottomans. Voilà le premier mystère de cette histoire. Mais avant d'expliquer pourquoi l'histoire l'a mis de côté, il faut que tu comprennes l'ampleur de ce dont on parle. À la fin du XIVe siècle et au début du XVe, Tamerlan contrôlait un empire qui s'étendait de l'actuelle Turquie jusqu'aux frontières de la Chine, de la Russie méridionale jusqu'au nord de l'Inde. Il avait mis à genoux le sultanat ottoman, alors la puissance militaire la plus redoutée du monde islamique. Il avait saccagé Delhi, Bagdad, Damas, Ispahan. Il avait affronté et vaincu des armées venues de 5 civilisations différentes, sur 5 fronts différents, en moins de 30 ans. Et il avait fait tout ça en boitant. C'est là que l'histoire commence à devenir vraiment étrange. Parce qu'il y a un détail sur Tamerlan que les livres mentionnent rapidement, presque gêné, avant de passer à autre chose. Tamerlan était handicapé. Une blessure reçue dans sa jeunesse lui avait laissé le bras droit partiellement paralysé et la jambe droite atrophiée. Il boitait de façon visible et permanente. Dans une culture guerrière où la force physique était la première forme de légitimité, où les chefs se choisissaient à cheval et à l'épée, cet homme était supposé ne rien être, supposé rester dans l'ombre. Et c'est précisément pour ça que son ascension est la chose la plus improbable, la plus stupéfiante et la plus instructive de toute l'histoire médiévale. Mais voilà la question qui devrait te garder éveillé ce soir. Si cet homme a accompli tout ça, s'il a construit l'un des empires les plus vastes de l'histoire humaine, s'il a changé le cours de civilisations entières, pourquoi est-ce qu'on ne lui consacre pas le même espace, la même fascination, le même respect intellectuel qu'à d'autres conquérants bien moins impressionnants? La réponse, je vais te la donner. Mais pour la comprendre vraiment, il faut d'abord aller au bout de l'histoire. Il y a une deuxième chose que tu dois savoir dès maintenant, avant qu'on entre dans les détails. Tamerlan n'était pas un barbare. C'est le mot qu'on lui colle souvent, le mot commode, qui permet de ranger quelqu'un dans une case et de ne plus y penser. Mais un barbare n'aurait pas bâti Samarcande. Un barbare n'aurait pas invité les plus grands astronomes de son époque à travailler sous sa protection. Un barbare n'aurait pas développé des tactiques militaires d'une sophistication telle que des historiens militaires modernes les étudient encore aujourd'hui. Tamerlan était quelque chose de bien plus complexe, de bien plus dérangeant qu'un simple destructeur. Il était les deux à la fois, le feu et l'architecte. Et c'est précisément cette dualité qui rend son histoire si difficile à raconter proprement. Parce que nous, en Occident, nous aimons nos figures historiques rangées. Les héros d'un côté, les monstres de l'autre. César est un génie militaire et un homme d'État visionnaire. On glisse rapidement sur le million de Gaulois massacrés. Alexandre est le grand civilisateur. On mentionne à peine la destruction de Persépolis. Mais Tamerlan, lui, on ne peut pas faire semblant. Les pyramides de crâne sont trop visibles. Les chiffres sont trop énormes. Les chroniques sont trop précises. Alors au lieu de le complexifier, on l'a simplement mis de côté. Ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est la version complète. Pas la version propre. Pas la version qui te laisse te sentir bien à la fin. La version qui montre un homme qui a émergé de rien, dans un monde cassé, et qui a utilisé chaque outil à sa disposition, de la diplomatie la plus fine à la brutalité la plus froide, pour construire quelque chose d'inégalé. Un homme dont les descendants directs ont bâti l'un des empires les plus raffinés et les plus beaux de l'histoire humaine. Un homme dont l'ombre plane encore aujourd'hui sur la géopolitique de l'Asie centrale, du Moyen-Orient et du sous-continent indien. Il y a un détail que j'ai gardé pour maintenant parce que je voulais que tu aies d'abord le cadre complet. Tamerlan n'avait pas le droit de régner. Pas légalement, pas selon les règles de son monde. Il n'était pas Gengis Khanide, il n'avait pas le sang des Khan dans les veines, et dans l'Asie centrale du XIVe siècle, c'était le seul titre qui comptait vraiment. Alors il a fait quelque chose d'extraordinairement intelligent.
il a gouverné pendant 35 ans sans jamais officiellement porter le titre de Khan. Il régnait en dessous, à travers des pantins, des titres inventés, des alliances matrimoniales soigneusement construites. C'était le pouvoir réel exercé par quelqu'un qui n'avait officiellement pas le droit de l'avoir. Si tu penses que ça ressemble à une manœuvre politique moderne, c'est parce que c'en est une. Tamerlan avait compris quelque chose que beaucoup de dirigeants actuels n'ont toujours pas saisi. Le titre est une cage. Le pouvoir, lui, est autre chose. Alors voilà où on en est. Un homme handicapé, sans légitimité dynastique, né dans un clan de second rang, dans une époque de chaos total. Et dans les prochaines heures, je vais te montrer comment cet homme est devenu la chose la plus dangereuse que le monde médiéval ait jamais produite. Pas parce qu'il était cruel. La cruauté seule ne construit pas d'empire, elle les détruit. Mais parce qu'il comprenait les êtres humains d'une façon que très peu de personnes dans l'histoire ont réussi à égaler. Il comprenait la peur, l'ambition, la loyauté et la trahison avec la précision d'un chirurgien. Et il utilisait cette compréhension comme une arme, la plus efficace qu'il ait jamais portée. Pour comprendre Tamerlan, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Pas le monde tel qu'on aime l'imaginer, avec ses grandes dynasties stables et ses empires majestueux. Le monde réel du XIVe siècle en Asie centrale était quelque chose de radicalement différent. C'était un monde en décomposition. Un monde où les structures qui avaient tenu pendant des générations s'étaient effondrées en quelques décennies, laissant derrière elles un vide que personne ne savait comment remplir. 150 ans avant la naissance de Tamerlan, un homme avait tout changé. Gengis Khan avait traversé l'Asie comme une tempête qui n'aurait jamais dû exister. En moins d'une génération, il avait détruit des civilisations millénaires, rasé des villes qui comptaient parmi les plus grandes du monde, et réorganisé la carte du continent selon une logique que personne d'autre que lui ne comprenait vraiment. Puis il était mort. Et comme toutes les constructions bâties autour d'une volonté unique et irremplaçable, son empire avait commencé à se fissurer dès que cette volonté avait disparu. Ses fils se l'étaient partagé. Ses petits-fils se l'étaient disputé. Ses arrière-petits-fils se l'étaient déchiré. Au XIVe siècle, ce qui restait de l'empire mongol était un archipel de khanats rivaux, chacun se réclamant de la légitimité de Gengis Khan, chacun convaincu d'être le vrai héritier, aucun assez fort pour imposer sa domination aux autres. La Horde d'Or contrôlait les steppes du nord et menaçait constamment les territoires au sud. Le khanat de Jagatai, dont faisait partie la région natale de Tamerlan, la Transoxiane, était déchiré entre factions tribales qui se combattaient avec une régularité épuisante. L'Ilkhanat perse, qui avait un moment semblé capable de stabiliser le Moyen-Orient, venait de s'effondrer, laissant la Perse dans un état de fragmentation totale. Partout, c'était la même histoire. Des hommes qui se battaient pour des morceaux d'un empire mort. Mais ce n'était pas seulement une question politique. La violence avait une texture quotidienne que les chiffres ne rendent pas. Dans la Transoxiane du milieu du XIVe siècle, les paysans ne savaient pas, en se levant le matin, si le chef tribal qui contrôlait leur vallée serait encore en vie à la fin de la semaine. Les routes commerciales, autrefois parmi les plus sûres et les plus actives du monde grâce à la Pax Mongolica, étaient devenues des coupe-gorges. Les marchands qui avaient fait la richesse de Samarcande et de Boukhara hésitaient désormais avant chaque voyage. Les artisans, les lettrés, les administrateurs compétents fuyaient vers des centres plus stables, appauvrissant encore davantage des régions déjà saignées à blanc par des décennies de conflits. Et puis il y avait la peste. En 1346, la mort noire avait commencé son voyage dévastateur depuis les steppes d'Asie centrale vers l'ouest. Elle avait tué entre un tiers et la moitié de la population de certaines régions en quelques années. Dans des villes déjà fragilisées par les guerres tribales et l'instabilité économique,
La peste n'était pas simplement une catastrophe sanitaire. C'était le coup de grâce porté à des systèmes administratifs et sociaux qui tenaient déjà à peine debout. Des villages entiers disparaissaient. Des lignées de gouverneurs et d'administrateurs s'éteignaient en quelques semaines. Le vide créé par cette double catastrophe, guerre et épidémie, était abyssal. C'est dans ce contexte précis qu'il faut situer la Transoxiane, la région comprise entre les fleuves Amou Daria et Sir Daria, ce qui correspond aujourd'hui à l'Ouzbékistan et au Tadjikistan. C'était une terre stratégiquement cruciale au croisement des routes commerciales entre la Chine, l'Inde, la Perse et le monde méditerranéen. Une terre riche en potentiel, avec des villes comme Samarcande et Boukhara qui portaient encore la mémoire de leur grandeur passée. Mais c'était aussi une terre que tout le monde voulait et que personne n'arrivait à tenir. Les chefs tribaux Djagataïdes se la disputaient avec une férocité qui rendait toute gouvernance stable pratiquement impossible. C'était une Ola à point de exploser, depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que ça faisait de ne pas être sous pression. Il faut aussi comprendre la structure sociale de ce monde pour saisir à quel point la position de départ de Tamerlan était précaire. Dans l'Asie centrale du XIVe siècle, la légitimité du pouvoir reposait sur deux piliers. Le premier était le sang mongol, la descendance directe de Gengis Khan. Sans ce sang, tu n'avais pas le droit de porter le titre de Khan, le titre suprême. Le deuxième pilier était la force tribale brute, le nombre de guerriers que tu pouvais mobiliser, les alliances que tu pouvais maintenir, la réputation de victoire que tu portais sur le dos comme une armure invisible. Tamerlan, né vers 1336 dans le clan Barlas, un clan turcophone qui servait les Djagataïdes, n'avait ni l'un ni l'autre au départ. Pas de sang de Gengis Khan dans les veines, pas d'armée propre, pas de titre hérité qui valait quelque chose. Alors pourquoi est-ce que je te raconte tout ça ? Parce que le génie de Tamerlan ne peut s'apprécier qu'en regard de ce chaos. Il n'a pas pris le pouvoir dans un système stable qui l'aurait ensuite renversé. Il a émergé d'un vide, d'un monde tellement fracturé que les règles normales du jeu politique ne s'appliquaient plus vraiment. Et dans ce monde-là, quelqu'un avec suffisamment de vision, de patience et de brutalité calculée pouvait faire quelque chose d'impossible dans un monde ordonné. Tout réinventer depuis le début. C'est exactement ce qu'il a fait. Mais voilà la question que je te pose maintenant. Dans un monde pareil, dans une époque pareille, qui sort du lot ? Qui regarde ce désastre généralisé et décide que c'est une opportunité plutôt qu'une fatalité ? La réponse évidente serait le plus fort, le mieux né, le mieux connecté. Sauf que l'histoire se fiche des réponses évidentes. Parce que celui qui allait tout changer était un gamin boiteux d'un clan de second rang, qui à 20 ans se trouvait dans une situation si précaire qu'il avait tout autant de chances de finir esclave que de finir conquérant. Et la façon dont il est passé de l'un à l'autre est la partie de l'histoire que personne ne raconte vraiment. Il existe une tentation, quand on raconte la vie des grands conquérants, de réécrire leur enfance à la lumière de ce qu'ils sont devenus. De chercher dans chaque anecdote le signe annonciateur du destin, la scène fondatrice qui explique tout. Je vais résister à cette tentation. Parce que la vérité sur les origines de Tamerlan est bien plus intéressante que n'importe quel mythe qu'on pourrait inventer. La vérité, c'est qu'il est né dans des circonstances qui ne promettaient absolument rien. Vers 1336, dans le village de Kesh, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Samarcande, naît un garçon dans une famille du clan Barlas. Le clan Barlas était turcophone, nominalement soumis à l'autorité des Djagataïdes, et suffisamment important pour avoir une existence dans les registres tribaux, mais pas assez puissant pour peser vraiment dans les grandes décisions politiques de la région. Son père, Taragaï, était un chef local de rang modeste, un homme qui commandait à quelques centaines de guerriers, dans un monde où les vrais pouvoirs se comptaient en dizaines de milliers. Naître dans cette famille, c'était naître dans l'entre-deux, trop noble pour être un simple paysan, trop insignifiant pour être un acteur réel de son époque.
C'était exactement le genre de position qui produit soit des hommes résignés, soit des hommes qui brûlent. On sait peu de choses certaines sur son enfance. Les chroniques qui lui sont consacrées ont été écrites après sa gloire, et leurs auteurs avaient tout intérêt à le présenter comme prédestiné, entouré de signes et de présages favorables. Il faut lire ces textes avec méfiance. Ce qu'on peut dire avec plus de confiance, c'est qu'il a grandi dans un environnement de violence constante. La Transoxiane de son enfance était exactement le monde fracturé que je t'ai décrit. Les alliances se faisaient et se défaisaient d'une saison à l'autre. Les raids tribaux étaient une réalité ordinaire. Apprendre à monter à cheval, à manier les armes, à lire les dynamiques tribales avec précision, ce n'était pas une éducation de guerrier d'élite, c'était simplement la survie de base dans ce monde-là. Et puis, il y a la blessure. La blessure qui a tout défini, ou plutôt, qui a révélé ce qu'il était déjà. Les historiens débattent encore des circonstances exactes. Certaines sources disent qu'il a reçu des flèches au bras droit et à la jambe droite lors d'un raid dans sa jeunesse, peut-être lors d'une tentative de vol de bétail, peut-être lors d'un engagement militaire plus sérieux. D'autres versions suggèrent que la blessure date d'une période où il servait un chef local dans des circonstances politiquement troubles. Ce qui est certain, c'est que vers l'âge de 25 ans, Tamerlan boitait de façon permanente et que son bras droit fonctionnait avec des limitations importantes. Dans son monde, dans sa culture, dans son époque, une telle blessure signifiait une seule chose: tu es diminué. Tu n'es plus tout à fait un guerrier. Et dans une société où la valeur d'un homme se mesurait presque exclusivement à sa capacité combattante, être diminué voulait dire être mis de côté. C'est ici que se trouve le détail révélateur. Pas la blessure elle-même, mais ce qu'il en a fait. La plupart des hommes, dans cette situation, auraient cherché à compenser ailleurs, à construire leur influence via des alliances matrimoniales, à gérer les affaires du clan depuis l'arrière, à jouer un rôle d'administrateur ou de conseiller. C'est la trajectoire logique d'un homme blessé dans un monde de guerriers. Tamerlan a choisi l'inverse. Il a décidé que sa blessure ne changerait rien à ce qu'il avait décidé d'être. Et cette décision, prise dans l'obscurité d'un village sans importance, quand personne ne le regardait encore, dit tout sur ce que cet homme était capable de faire subir à la réalité quand elle ne lui convenait pas. Les années qui suivent la blessure sont les plus obscures de sa vie, et paradoxalement les plus importantes. C'est pendant cette période, entre ses 20 et ses 30 ans, que Tamerlan construit les fondations invisibles de tout ce qui va suivre. Il commence par s'attacher des hommes. Pas des armées, juste des hommes. Quelques guerriers loyaux, recrutés avec une précision qui ressemble moins à du recrutement militaire qu'à de la sélection psychologique. Il cherche des hommes qui veulent quelque chose, qui ont faim de quelque chose, qui n'ont rien à perdre. Des hommes que le système existant a mis de côté et qui seraient prêts à tout pour quelqu'un qui leur offre une autre perspective. C'est exactement le profil de recrutement d'une start-up qui veut renverser un marché établi. Tu ne cherches pas les gens bien installés, tu cherches ceux que le système a ignorés. Il passe aussi ses années à apprendre. Non pas dans des bibliothèques ou des madrassas, même s'il développera plus tard une vraie fascination pour le savoir, il apprend le terrain. Il apprend les alliances tribales de la Transoxiane avec la précision d'un cartographe. Il apprend qui est qui doit quoi à qui, quelles rancœurs sont assez profondes pour être exploitées, quelles ambitions sont assez fortes pour être utilisées. Il apprend à lire les hommes comme d'autres lisent les cartes. Et cette compétence-là, cette capacité à comprendre les motivations humaines avec une précision presque chirurgicale, allait s'avérer bien plus précieuse que n'importe quelle armée héritée. Vers 1360, Tamerlan a environ 24 ans et se retrouve dans une situation qui illustre parfaitement la précarité de sa position. La Transoxiane est en proie à une nouvelle vague de conflits.
Le chef Jagataïd qui contrôle nominalement la région est contesté. Les clans tribaux se repositionnent. Et Tamerlan, avec sa petite bande de fidèles, se retrouve dans la situation classique du personnage mineur dans une grande partie d'échecs. Tout le monde le regarde à peine, personne ne le considère comme un acteur sérieux. Et c'est exactement ça qu'il va utiliser. Parce qu'un homme que personne ne surveille peut aller partout sans alarmer personne. Un homme que tout le monde sous-estime peut tisser des alliances que personne ne pense à bloquer. C'est dans cette période qu'il noue sa première alliance vraiment stratégique, avec Hussein, un Jagataïd qui, lui, possède la légitimité du sang mongol que Tamerlan n'a pas. Ensemble, ils forment un duo complémentaire. Hussein apporte la légitimité dynastique, Tamerlan apporte le génie tactique et la loyauté de ses hommes. C'est un arrangement qui ressemble à une égalité mais qui n'en est pas une. Tamerlan sait exactement ce qu'il fait. Il emprunte la légitimité d'Hussein comme on utilise temporairement la carte de crédit de quelqu'un d'autre. C'est pratique, jusqu'à ce que tu aies les moyens de t'en passer. L'histoire de cette alliance, de ses succès et de sa rupture inévitable, est la première leçon de géopolitique de Tamerlan. Et comme toutes ces leçons, elle se terminera d'une façon que personne n'avait anticipée. Il y a une règle non écrite dans presque toutes les cultures derrière de l'histoire. Le pouvoir appartient à celui qui peut le revendiquer par le sang ou par la force brute. Le sang, c'est la lignée. La force brute, c'est l'armée. Tamerlan n'avait ni l'un ni l'autre au moment où il a décidé de tout prendre. Ce qu'il avait à la place était quelque chose de bien plus rare et de bien plus dangereux. Une compréhension absolument froide de la façon dont les systèmes de pouvoir fonctionnent réellement en dessous de leurs apparences officielles. Revenons à Hussein. L'alliance entre Tamerlan et ce chef Jagataïd avait une logique claire au départ. Hussein avait le sang mongol qui donnait accès à la légitimité formelle. Tamerlan avait le talent militaire et la capacité à mobiliser des hommes autour d'une vision. Ensemble, ils avaient survécu à des années de conflits dans la Transoxiane instable des années 1360. Ils avaient combattu côte à côte, fui ensemble, reconstruit ensemble. Certaines sources parlent d'une période où ils n'avaient littéralement plus rien, errant dans les steppes avec une poignée de fidèles, chassés par des ennemis trop nombreux pour être affrontés de face. C'est dans ces moments d'extrême précarité que Tamerlan a appris quelque chose que les écoles militaires n'enseignent pas. Comment garder des hommes loyaux quand tu n'as rien à leur offrir d'autre que ta conviction. Mais vers 1370, la dynamique entre les deux hommes avait changé. Tamerlan avait construit quelque chose qu'Hussein ne pouvait pas contrôler, une loyauté personnelle. Ces hommes ne servaient pas le clan Barlas, ils ne servaient pas l'autorité abstraite des Jagataïdes, ils servaient Tamerlan. Lui, spécifiquement. Cette distinction paraît subtile, mais elle était explosive. Une armée loyale à une institution peut changer de chef. Une armée loyale à un homme est une arme personnelle. Hussein l'avait compris, et cette compréhension avait semé entre eux une méfiance qui ne faisait que croître. La question n'était plus de savoir s'ils allaient se séparer, mais quand, et lequel des deux survivrait à cette séparation. La réponse est venue en 1370. Les détails varient selon les sources, mais le résultat est sans ambiguïté. Hussein est mort, et Tamerlan est devenu le maître incontesté de la Transoxiane. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont il a géré l'après. Parce qu'il avait un problème politique immédiat et massif. Il venait d'éliminer le seul homme qui lui fournissait une couverture de légitimité dynastique. Il contrôlait militairement la région, mais il n'avait toujours pas le droit, selon les règles de son monde, de se proclamer Khan. Alors il a fait quelque chose d'extraordinairement intelligent. Il a épousé une princesse Jagataïd, une descendante directe de Gengis Khan, et a pris le titre d'émir, commandant militaire, plutôt que celui de Khan. Officiellement, il gouvernait au nom d'un Khan fantoche, un Gengis Khanite de paille qu'il installait et remplaçait selon ses besoins. En réalité, tout le monde savait qui commandait.
Mais la fiction était maintenue, et cette fiction avait une valeur pratique immense. C'est le génie politique de Tamerlan dans sa forme la plus pure. Il avait compris que la légitimité formelle est une contrainte autant qu'un atout. En refusant de revendiquer le titre de Khan, il se libérait des obligations et des attentes qui venaient avec ce titre. Il pouvait agir avec une flexibilité qu'un Khan n'aurait pas eue. Il pouvait changer de direction, renégocier des alliances, éliminer des rivaux, sans que chaque décision soit soumise au poids du protocole dynastique. C'était le pouvoir réel, exercé derrière un écran de légitimité emprunté. Si tu penses que ça ressemble au fonctionnement de certains systèmes politiques modernes, où les vrais décideurs ne sont pas toujours ceux qui portent les titres officiels, c'est parce que Tamerlan avait compris quelque chose d'universel sur la pouve du pouvoir. Une fois maître de la Transoxiane, il s'est immédiatement mis à consolider. Et là encore, sa méthode révèle une sophistication que ses contemporains n'avaient pas. La plupart des conquérants de son époque opéraient selon un modèle simple. Tu gagnes, tu imposes des tribus, tu installes des garnisons, et tu passes à la cible suivante. Tamerlan faisait ça aussi, mais il ajoutait une couche supplémentaire. Il l'intégrait. Les chefs tribaux qui se soumettaient volontairement et rapidement conservaient leur position, leur titre, une partie de leur autonomie. Leur fils rejoignait son armée, pas comme otage, mais comme officier, avec de vraies responsabilités et de vraies possibilités d'avancement. Les administrateurs compétents, quelle que soit leur origine ethnique ou leur appartenance tribale antérieure, étaient gardés et promus. C'était fondamentalement le manuel d'acquisition d'une entreprise moderne. Tu n'achètes pas une compagnie pour la détruire, tu l'achètes pour absorber ses actifs les plus précieux et les mettre au service de ta vision. Mais il faut être honnête sur l'autre face de cette médaille. Parce que l'intégration douce n'était offerte qu'à ceux qui choisissaient de se soumettre rapidement. Ceux qui résistaient, ceux qui hésitaient trop longtemps, ceux qui se soumettaient puis se rebellaient, faisaient face à quelque chose de radicalement différent. La brutalité de Tamerlan envers les récalcitrants n'était pas de la rage ou de la cruauté désordonnée. C'était de la communication stratégique. Chaque massacre d'une cité rebelle était un message envoyé à toutes les cités qui n'avaient pas encore décidé. Le message était simple, clair et d'une efficacité terrifiante. La soumission rapide te coûte peu, la résistance te coûte tout. Cette logique binaire réduisait considérablement le coût de chaque conquête suivante, parce qu'elle diminuait le nombre de ceux qui choisissaient de résister. Pendant les années 1370, pendant qu'il consolidait son contrôle sur la Transoxiane, Tamerlan construisait aussi quelque chose de moins visible mais tout aussi important, sa réputation personnelle auprès de ses troupes. Il mangeait avec ses soldats. Il connaissait les noms de ses officiers, leurs familles, leurs histoires. Il récompensait le mérite de façon spectaculaire et publique et punissait la lâcheté ou la trahison avec la même visibilité. Il participait au conseil de guerre en écoutant vraiment les avis de ses généraux, avant de prendre des décisions qui montraient qu'il avait tout intégré et tout dépassé. Ce comportement n'était pas de la démagogie militaire, c'était de la construction institutionnelle. Il créait une culture dans son armée, une identité collective autour de sa personne, qui allait permettre à cette force de fonctionner avec une cohésion que ses ennemis ne pourraient jamais égaler. Et pendant tout ce temps, il regardait vers l'Est, vers l'Ouest, vers le Nord et vers le Sud. La Transoxiane était sa base, son point d'appui. Mais Tamerlan ne pensait pas en termes de base, il pensait en termes de trajectoire. Et les trajectoires qu'il avait en tête allaient changer la carte du monde d'une façon que personne, dans aucune des capitales qui l'entouraient, n'était encore capable d'imaginer. La plupart des gens, quand ils pensent à l'armée de Tamerlan, imaginent des hordes, des masses de cavaliers hurlants qui submergent tout par le nombre. C'est une image confortable parce qu'elle est simple, et elle est fausse. L'armée de Tamerlan n'était pas une horde. C'était l'organisation militaire la plus sophistiquée de son époque, construite avec une précision d'ingénieur autour d'une doctrine qui intégrait la psychologie, la logistique, l'innovation tactique et la terreur calculée en un système cohérent et redoutable. Comprendre cette machine,
c'est comprendre pourquoi des empires entiers s'effondraient devant lui comme des constructions de sable. Commençons par la structure. L'armée timouride était organisée selon un système décimal, hérité des Mongols, mais profondément modifié. Des unités de 10, de 100, de 1000, de 10 000 hommes, chacune avec un commandant responsable devant le niveau supérieur. Ce qui différenciait Tamerlan de ses prédécesseurs mongols, c'est qu'il avait ajouté à cette structure une spécialisation fonctionnelle que les armées de Gengis Khan ne possédaient pas au même degré. Il avait des unités de cavalerie légère pour la reconnaissance et le harcèlement, des unités de cavalerie lourde pour les charges décisives, de l'infanterie pour les sièges et les terrains difficiles, des ingénieurs militaires capables de construire des machines de siège complexes en quelques jours, et une chaîne logistique capable de soutenir une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes à travers des milliers de kilomètres de territoire hostile. La logistique, justement. C'est le sujet le moins glamour de l'histoire militaire, et c'est précisément pour ça que la plupart des récits l'ignorent. Mais Napoléon avait raison quand il disait qu'une armée marche sur son estomac. Tamerlan l'avait compris bien avant lui. Ces campagnes n'étaient pas des raids improvisés. Elles étaient planifiées des mois, parfois des années à l'avance. Les routes étaient reconnues, les points d'eau cartographiés, les réserves de nourriture et de fourrage positionnées le long des axes de marche. Son armée se déplaçait vite, non pas parce qu'elle était légère, mais parce que son système logistique était assez robuste pour soutenir une force massive, tout en maintenant une vitesse de déplacement que ses ennemis ne pouvaient pas anticiper. C'était l'équivalent médiéval d'une chaîne d'approvisionnement militaire moderne, et elle lui donnait un avantage stratégique que ses adversaires ne comprenaient souvent pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais la vraie innovation de Tamerlan, celle qui le distingue de tous les autres grands capitaines de son époque, c'est sa doctrine de la terreur stratégique. Les pyramides de crâne. Les murs construits avec des corps vivants emmurés. Les cités entières rasées jusqu'aux fondations. Ces actes ne sont pas de la barbarie incontrôlée. Je sais que c'est une phrase difficile à entendre, mais c'est la vérité historique. Ils étaient calculés, dosés et ciblés avec une précision qui révèle une intelligence froide plutôt qu'une rage aveugle. La règle de Tamerlan était simple dans son architecture. Une ville qui se rend sans résistance est épargnée et intégrée. Une ville qui résiste plus capitule, paie un tribut lourd, mais survit. Une ville qui résiste longtemps, ou qui se rebelle après s'être soumise, est détruite de façon si totale et si visible que son sort devient une leçon pour toutes les villes qui n'ont pas encore choisi leur camp. Pense à ce que ça signifiait concrètement pour ces campagnes. Quand son armée approchait d'une région, les nouvelles de ce qui était arrivé aux villes précédentes l'avaient précédé depuis des semaines. Les ambassadeurs se précipitaient pour négocier la soumission avant même que les avant-gardes soient visibles à l'horizon. Des cités qui auraient pu tenir des mois de siège ouvraient leurs portes sans combat. Des armées qui auraient pu infliger de lourdes pertes se dissolvaient avant la bataille. La terreur stratégique n'était pas le signe d'une armée qui avait besoin de compenser ses faiblesses par la brutalité. C'était un outil de réduction des coûts militaires à une échelle que personne avant lui n'avait maîtrisée aussi systématiquement. Il y avait aussi une dimension tactique pure dans laquelle Tamerlan excellait d'une façon qui laisse encore les historiens militaires perplexes d'admiration. Sa tactique favorite était ce qu'on pourrait appeler la retraite simulée. Face à un ennemi, ses troupes semblaient se replier en désordre, donnant l'impression d'une déroute. L'ennemi, convaincu de la victoire, rompait sa formation pour poursuivre, et à ce moment précis, les unités de flanc que Tamerlan avait dissimulées se refermaient comme un étau sur une armée qui avait abandonné toute cohésion défensive. Cette manœuvre a fonctionné contre des ennemis expérimentés, à plusieurs reprises, ce qui signifie qu'il avait la discipline suffisante pour la faire exécuter parfaitement, et l'intelligence de ne jamais la rendre si prévisible qu'elle perdait son effet de surprise. Une autre dimension souvent négligée, son utilisation du renseignement. Avant chaque campagne majeure, Tamerlan investissait massivement dans la collecte d'informations. Des marchands à sa solde, des réfugiés interrogés systématiquement, des éclaireurs qui passaient des semaines dans les territoires cibles avant l'arrivée de l'armée principale.
Il arrivait sur chaque théâtre d'opération avec une connaissance du terrain, des forces adverses, des tensions internes chez ses ennemis et des ressources disponibles qui lui donnaient un avantage informationnel massif. Quand il entrait en négociation ou en combat, il savait presque toujours plus que son interlocuteur sur la situation réelle. Et cette asymétrie d'information était, dans bien des cas, plus décisive que la supériorité numérique. Il faut aussi parler de ses généraux. Parce qu'une armée est aussi la qualité de ses cadres intermédiaires, et Tamerlan avait construit un corps d'officiers d'une efficacité remarquable. Il choisissait ses commandants sur le mérite, pas sur la naissance. Il les formait par l'expérience, en les mettant progressivement face à des responsabilités croissantes. Il les récompensait avec une générosité qui créait une loyauté réelle. Et il les responsabilisait. Un général qui perdait une bataille par imprudence ou par désobéissance aux plans établis en subissait les conséquences personnelles d'une façon suffisamment visible pour que les autres retiennent la leçon. C'était un système de gestion des talents militaires qui n'avait rien à envier aux meilleures institutions militaires de n'importe quelle époque. Alors voilà la question que je te pose maintenant. Cette machine de guerre extraordinaire, cette organisation sophistiquée, cette doctrine qui combinait innovation tactique, logistique de précision et terreur stratégique. Qu'est-ce qu'elle a accompli exactement? Quelle civilisation a-t-elle traversée? Quels empires a-t-elle brisés? Parce que comprendre la machine, c'est bien. Mais voir la machine à l'œuvre, contre des adversaires qui croyaient être invincibles, dans des théâtres qui allaient de la Perse à l'Inde, en passant par l'Anatolie, c'est une autre histoire. Et c'est exactement là où on va maintenant. Il y a un moment, quelque part dans les années 1380, où Tamerlan cesse d'être un chef régional et devient quelque chose que le monde n'avait pas vu depuis Gengis Khan. Ce moment n'est pas marqué par une seule bataille ou une seule décision. C'est une accumulation, une accélération, une montée en puissance qui ressemble moins à une conquête progressive qu'à une réaction en chaîne nucléaire. Une fois que ça commence, ça ne s'arrête plus. Et pendant les 25 ans qui suivent, le monde va trembler à un rythme que personne ne peut anticiper ni arrêter. Commençons par la Perse. La Perse du XIVe siècle n'était pas un empire unifié. C'était une mosaïque de dynasties locales qui s'étaient partagé les ruines de l'Ilkhanat mongol effondré. Des sultanats rivaux, des émirs indépendants, des villes-États qui jouaient les unes contre les autres dans un équilibre fragile. Tamerlan est entré dans cet espace avec une méthode que nous connaissons déjà. Offrir la soumission douce aux uns, écraser les autres avec une violence suffisamment spectaculaire pour convaincre tous les hésitants. Ispahan, l'une des plus grandes et des plus belles villes du monde islamique médiéval, lui a d'abord ouvert ses portes. Puis une partie de sa population s'est rebellée et a massacré une garnison timouride. La réponse de Tamerlan a été si totale, si précise dans son horreur, que le nom d'Ispahan est devenu pendant des décennies synonyme des conséquences d'une rébellion contre lui. 70 000 têtes, dit-on. Les historiens débattent du chiffre exact. Ce qui ne fait pas débat, c'est l'effet produit sur tout ce qui restait à conquérir. La Perse tombée, il s'est tourné vers le Caucase et la Mésopotamie. Bagdad, qui avait déjà été dévasté par les Mongols de Hulagu Khan au XIIIe siècle et qui s'en était lentement relevé, a été frappé une deuxième fois. Les chroniqueurs arabes de l'époque décrivent une ville qui n'arrivait pas à croire que ça pouvait arriver encore. Qu'une catastrophe de cette ampleur pouvait se répéter en l'espace de quelques générations. Tamerlan n'avait pas de sentiment particulier pour les symboles du passé glorieux islamique. Il avait des objectifs. Et Bagdad était sur le chemin. Mais c'est la campagne indienne qui illustre le mieux l'échelle vertigineuse de ses ambitions. En 1398, Tamerlan a traversé l'Indus avec une armée qui, selon les estimations les plus prudentes, comptait plusieurs dizaines de milliers de combattants aguerris. Le sultanat de Delhi, sous la dynastie des Toghloukides, était alors l'une des puissances les plus importantes du sous-continent. Son armée comprenait des éléphants de guerre, une arme que les soldats de Tamerlan n'avaient jamais affrontée à cette échelle. La plupart des généraux de son époque auraient considéré les éléphants comme un obstacle majeur, peut-être même rédhibitoire, pour une cavalerie qui n'y était pas habituée. Tamerlan a passé exactement le temps qu'il fallait à comprendre le problème. Puis il a trouvé une solution
qui illustre parfaitement sa façon de penser. Il a fait attacher des ballots de paille enflammés sur des chameaux et les a lancés en direction des éléphants. Les éléphants, affolés par les flammes et la fumée, ont fait demi-tour et ont piétiné leurs propres troupes. En une journée, l'armée du sultanat de Delhi, qui comptait parmi les forces les plus imposantes d'Asie, s'est effondrée. La ville de Delhi elle-même a été saccagée avec une taurognesse qui a laissé la cité pratiquement vidée de sa population pendant des années. Les historiens indiens de l'époque écrivent que 2 ans après le passage de Tamerlan, Delhi ressemblait encore à une ville fantôme. Que les oiseaux ne revenaient pas, que les marchés ne se rouvraient pas, que ceux qui avaient survécu hésitaient à rester dans une ville qui portait encore les traces de ce qui s'était passé. Et maintenant, voilà le moment où je te dois une honnêteté totale. Parce que si je me contentais de te raconter les conquêtes, je te donnerais une image incomplète et finalement mensongère de cet homme. Parce que pendant toutes ces campagnes, pendant que ses armées brûlaient et massacraient à l'est, Tamerlan faisait autre chose à l'ouest. Il construisait Samarcande. Et ce qu'il construisait là-bas était si beau, si ambitieux, si délibérément conçu pour impressionner le monde, que ça constitue l'autre moitié essentielle du personnage. Samarcande sous Tamerlan est devenue l'une des villes les plus extraordinaires du monde médiéval. Il y a fait construire des mosquées dont les coupoles turquoises étaient visibles à des kilomètres de distance. Des palais ornés de carreaux de faïence d'une complexité géométrique qui défie encore aujourd'hui les mathématiciens. Des jardins irrigués dans un environnement semi-aride, démonstration que la maîtrise de l'eau était aussi une forme de pouvoir. Il faisait venir les meilleurs artisans de chaque territoire conquis. Les maçons de Perse, les calligraphes d'Irak, les astronomes de Syrie, les architectes d'Inde. Samarcande était littéralement construite avec le talent de tout un monde que Tamerlan avait en partie détruit pour en extraire les meilleurs éléments et les réassembler chez lui. C'est une logique qui est simultanément fascinante et monstrueuse, et il est impossible de la séparer en 2 parties propres. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut mentionner ici, quelque chose que les récits de conquête effacent souvent. Tamerlan était un mécène intellectuel d'une générosité réelle. Il engageait des débats théologiques avec les plus grands savants de son temps, non pas pour performer une piété qu'il n'aurait pas eue, mais parce qu'il était genuinement fasciné par les questions de religion, de philosophie et de Treba. L'historien Ibn Khaldoun, l'un des plus grands penseurs du monde médiéval islamique, l'a rencontré en personne lors du siège de Damas en 1401. Il a laissé un récit de leur conversation qui montre un homme d'une curiosité intellectuelle surprenante, posant des questions précises sur la géographie, l'histoire et structure politique, avec l'attention d'un chercheur plutôt que la condescendance d'un conquérant. Alors voilà le paradoxe vivant, pleinement manifesté. L'homme qui a ordonné les massacres d'Ispahan et de Delhi est le même qui a construit les merveilles de Samarcande. L'homme qui a réduit des bibliothèques en cendres est le même qui débattait de philosophie avec les plus grands esprits de son époque. Et ce paradoxe n'est pas résolvable en choisissant un côté. Il faut tenir les 2 en même temps, inconfortablement, parce que c'est la seule façon de comprendre ce que Tamerlan était vraiment. Un homme qui voyait le monde comme une matière brute à remodeler selon sa volonté, et qui utilisait la destruction et la création avec la même indifférence au jugement moral, comme 2 outils dans la même main. Il y a des batailles qui changent le cours d'une guerre, et puis il y a des batailles qui changent le cours de l'histoire. La bataille d'Ankara, en 1402, appartient à la 2e catégorie. Pas seulement parce qu'elle a opposé 2 des forces militaires les plus redoutables du monde médiéval, mais parce que son résultat a modifié la trajectoire de 2 civilisations entières, et que ses conséquences se sont propagées pendant des décennies après que la poussière du champ de bataille s'est dissipée. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut d'abord comprendre qui était l'homme d'en face. Bayezid Ier, sultan ottoman. L'homme que ses contemporains avaient surnommé Yildirim, la foudre,
à cause de la vitesse stupéfiante avec laquelle il déplaçait ses armées. À la fin du XIVe siècle, Bayezid était probablement le chef militaire le plus respecté et le plus craint du monde islamique. Il avait écrasé une croisade européenne à Nicopolis en 1396, une coalition de chevaliers français, hongrois et bourguignons qui représentait l'élite militaire de l'Occident chrétien. Il avait mis Constantinople en état de siège prolongé, la capitale byzantine, qui résistait depuis des siècles à tout le monde. Il avait étendu l'Empire ottoman en Anatolie d'une façon qui semblait irrésistible. Quand les princes chrétiens d'Europe cherchaient un rempart contre lui, certains s'étaient tournés vers Tamerlan en désespoir de cause, comme on appelle le diable pour chasser un démon. La collision entre ces deux hommes n'était pas inévitable au départ. Pendant des années, ils s'étaient observés avec une méfiance calculée, échangeant des ambassades dont le ton allait de la politesse froide à l'insulte à peine voilée. Tamerlan avait des raisons stratégiques précises de s'intéresser à l'Anatolie. Bayezid avait accordé refuge à plusieurs princes turcomans que Tamerlan considérait comme des vassaux rebelles. C'était une question de principe autant que de politique. Laisser un rival abriter ses ennemis, c'était accepter une limite à son autorité. Et Tamerlan n'acceptait pas les limites. Les échanges diplomatiques entre les deux hommes sont parmi les documents les plus fascinants de l'histoire médiévale. Bayezid, habitué à ce que ses interlocuteurs le traitent avec une déférence absolue, avait envoyé à Tamerlan des lettres dont le ton condescendant aurait été suicidaire si son auteur avait correctement évalué la situation. Il avait raillé l'infirmité physique de Tamerlan, il avait minimisé ses conquêtes, il avait comparé son empire à quelque chose de temporaire et de fragile. Tamerlan avait répondu avec une précision glaciale, point par point, en démontant chaque argument de Bayezid avec la méthode d'un avocat qui sait qu'il va gagner et qui veut juste que son adversaire comprenne exactement pourquoi avant la sentence. Ces lettres sont extraordinaires parce qu'elles montrent deux intelligences politiques qui se mesurent, et l'une d'elles n'a pas compris ce qu'elle affrontait vraiment. Au printemps 1402, Tamerlan entre en Anatolie. Il prend Sivas. Il prend d'autres villes ottomanes avec une rapidité qui force Bayezid à abandonner le siège de Constantinople pour affronter la menace à l'ouest. Les deux armées se retrouvent face à face près d'Ankara en juillet. Ce qui suit est l'un des engagements militaires les plus extraordinaires du XVe siècle. Les estimations des forces en présence varient considérablement selon les sources, mais toutes s'accordent sur un point. Les deux armées étaient parmi les plus grandes jamais assemblées dans cette région du monde à cette époque. Tamerlan avait préparé cette bataille avec son soin habituel. Il connaissait la composition de l'armée ottomane mieux que certains des généraux de Bayezid. Et il savait quelque chose de crucial. Une partie significative des forces de Bayezid était composée de contingents turcomans d'Anatolie, des troupes dont la loyauté envers le sultan ottoman était conditionnelle plutôt qu'absolue. Ces hommes servaient Bayezid parce qu'il était le pouvoir dominant, mais beaucoup d'entre eux venaient de principautés que Tamerlan avait contactées en amont, leur promettant la restauration de leur indépendance s'ils changeaient de camp au moment décisif. C'était une opération de déstabilisation interne menée pendant des semaines avant la bataille, invisible de l'extérieur et d'une efficacité dévastatrice. La bataille a duré une journée entière, et au moment critique, exactement comme Tamerlan l'avait planifié, plusieurs contingents turcomans au sein de l'armée ottomane ont fait volte-face. Pas tous, pas de façon désordonnée, mais suffisamment, au bon moment, pour briser la cohésion d'une armée qui comptait sur leur tenue pour maintenir ses flancs. Ce que Tamerlan avait accompli, c'était essentiellement de gagner la bataille avant qu'elle commence, en réorganisant les loyautés de l'intérieur pendant que son adversaire se préparait à une confrontation militaire directe. C'est la différence entre un général et un stratège. Bayezid a combattu avec un courage indéniable. Les chroniques des deux camps s'accordent là-dessus. Quand ses flancs ont cédé et que sa garde personnelle a été submergée, il a continué à se battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où aller. Il a été capturé vivant. Et c'est là que commence la partie de l'histoire que personne ne sait vraiment comment raconter, parce qu'elle a généré plus de légendes et de déformations que presque n'importe quel autre épisode de cette époque. Bayezid a-t-il vraiment été mis en cage
et utilisée comme marchepied par Tamerlan? Les historiens sérieux rejettent cette version comme une invention des chroniqueurs européens, fascinés par l'humiliation symbolique. Ce qui est certain, c'est que Bayezid est mort en captivité quelques mois après sa défaite, et que sa captivité, quelle qu'en ait été la forme exacte, était l'humiliation la plus totale que le sultan le plus puissant du monde islamique pouvait subir. Les conséquences de cette bataille ont été stupéfiantes. L'Empire ottoman, qui semblait sur le point d'absorber définitivement Constantinople, a plongé dans une guerre civile de 10 ans entre les fils de Bayezid. Constantinople a survécu 50 ans de plus, jusqu'en 1453. L'Europe occidentale a gagné un demi-siècle pour se préparer à l'expansion ottomane. Certains historiens soutiennent que sans la bataille d'Ankara, la chute de Constantinople aurait eu lieu des décennies plus tôt, avec des conséquences incalculables sur la Renaissance italienne et le développement de l'Europe moderne. Tamerlan, sans le vouloir spécifiquement, a peut-être sauvé la civilisation européenne telle que nous la connaissons. C'est la chose la plus ironique de toute cette histoire. Après Ankara, Tamerlan aurait pu s'arrêter. C'est ce que n'importe quel autre homme à sa place aurait fait. Il avait 66 ans. Il boitait depuis 40 ans. Il avait combattu sur 5 fronts différents, traversé des déserts et des montagnes à la tête d'armées que la plupart des généraux de son époque n'auraient pas su maintenir ensemble une saison. Il contrôlait un empire qui s'étendait de la mer Noire aux portes de l'Inde. Samarcande était la ville la plus splendide d'Asie. Par n'importe quelle mesure raisonnable, il avait gagné. Mais Tamerlan ne pensait pas en termes de victoire acquise. Il pensait en termes de trajectoire inachevée. Et la trajectoire qu'il avait en tête depuis des années pointait vers l'Est. La Chine. L'empire des Ming, qui avait chassé les Mongols en 1368 et reconstruit la puissance chinoise sur des bases solides, était à ses yeux la dernière pièce manquante. La logique était à la fois stratégique et symbolique. Stratégique parce que contrôler les routes commerciales entre la Chine et l'Occident, la route de la soie dans son intégralité, représentait une richesse et une influence que rien d'autre ne pouvait égaler. Symbolique parce que Tamerlan se considérait comme l'héritier de la tradition mongole, et les Mongols avaient gouverné la Chine. Dominer la Chine, c'était compléter ce que Gengis Khan avait commencé et que ses descendants avaient laissé se déliter. C'était la boucle fermée, la démonstration définitive. En 1404, soit 2 ans après la victoire d'Ankara, Tamerlan commence les préparatifs de ce qui sera la campagne la plus ambitieuse de sa vie. Les chiffres que les chroniqueurs avancent pour la taille de l'armée rassemblée sont vertigineux. Peut-être exagérés, mais même en les divisant par 2, ils restent impressionnants. Des centaines de milliers d'hommes, des colonnes de chameaux et de chevaux qui s'étiraient sur des kilomètres, des réserves de nourriture et d'équipement calculées pour une campagne de plusieurs années à travers les déserts et les steppes qui séparent la Transoxiane des frontières chinoises. La logistique seule était un exploit organisationnel qui dépasse l'entendement. Mais voilà le détail que les récits héroïques de cette période préfèrent minimiser. Tamerlan était malade. Pas légèrement indisposé, pas affaibli par l'âge d'une façon qui restait gérable. Il était sérieusement, profondément malade, d'une façon que son entourage proche ne pouvait pas ignorer. Les chroniques parlent de fièvres répétées, de difficultés à se déplacer, d'une constitution qui avait accumulé les coups de 40 ans de campagne militaire dans des conditions extrêmes. Certains membres de son état-major auraient tenté discrètement de le convaincre de retarder la campagne, de passer l'hiver à Samarcande et de reprendre au printemps. Il avait refusé. Parce que Tamerlan savait peut-être mieux que quiconque que retarder voulait dire ne jamais partir. L'armée s'est mise en mouvement en décembre 1404, en plein hiver. C'est une décision qui paraît absurde jusqu'à ce qu'on comprenne la logique derrière. Tamerlan avait toujours utilisé la surprise comme multiplicateur de force. Une armée qui attaque en hiver fait quelque chose que son ennemi ne peut pas anticiper, parce que les règles militaires de toutes les cultures de cette époque déconseillaient les campagnes hivernales. C'était une signature de son style, faire précisément ce que les règles interdisaient, mais le faire avec une préparation suffisante
pour que l'impossible devienne exécutable. Sauf que cette fois, les règles avaient une raison physique que même la volonté de Tamerlan ne pouvait pas contourner. L'armée a atteint Otrar, une ville sur les bords du Syrdaria, dans l'actuel Kazakhstan, et là, dans le froid de janvier 1405, Tamerlan s'est arrêté. Pas par choix. La fièvre qui l'avait affaibli pendant des semaines s'est transformée en quelque chose que ses médecins ne pouvaient plus traiter. Les chroniques décrivent ces derniers jours avec une précision qui suggère que les témoins savaient qu'ils assistaient à un moment historique. Il aurait continué à donner des ordres depuis son lit, à recevoir des rapports, à planifier des étapes d'une campagne qu'il ne ferait jamais. Le 18 février 1405, Tamerlan est mort à Otrar, à environ 69 ans, à plusieurs milliers de kilomètres de la Chine qu'il n'avait jamais atteinte. Et maintenant voilà la question que je t'ai promise, celle que personne ne pose vraiment. Que se serait-il passé s'il était arrivé? Si cet homme, avec cette armée, avec cette doctrine militaire, avait atteint les frontières des Ming et avait engagé le combat? Les historiens sont profondément divisés. Certains font valoir que les Ming, avec leur population immense et leurs ressources quasi illimitées, auraient finalement absorbé même une force aussi redoutable. D'autres soulignent que la muraille de Chine ne représentait pas un obstacle insurmontable pour une armée qui avait pris des dizaines de villes fortifiées, et que la déstabilisation interne, la méthode favorite de Tamerlan, aurait pu s'avérer aussi efficace en Chine qu'elle l'avait été contre les Ottomans à Ankara. Ce qui est certain, c'est que les Ming le prenaient suffisamment au sérieux pour avoir modifié leur posture défensive en prévision de son arrivée. Des renforts avaient été déployés aux frontières nord-ouest. Des rapports d'ambassadeurs et d'espions sur ses capacités militaires circulaient à la cour impériale. L'empire le plus peuplé du monde surveillait l'approche d'un vieillard boiteux avec une anxiété que les empereurs chinois réservaient habituellement à des menaces existentielles. C'est peut-être la mesure la plus éloquente de ce que Tamerlan représentait. Sa mort à Otrar a laissé quelque chose d'étrange dans l'air de l'histoire. Pas le sentiment d'une fin naturelle, d'une trajectoire accomplie. Plutôt le sentiment d'une phrase interrompue au milieu, d'une partition qui s'arrête sur une note suspendue. Parce que Tamerlan n'avait pas planifié sa mort. Il n'avait pas, contrairement à d'autres grands conquérants, mis en place une succession claire et robuste. Il avait construit un empire autour de sa personne, de sa volonté, de sa présence physique. Et comme tous les systèmes construits autour d'une personne irremplaçable, cet empire allait commencer à se fissurer dès que cette personne disparaîtrait. Ce qui ne veut pas dire que sa mort fut sans conséquences positives pour le monde. Ça veut dire que les conséquences de sa vie, elles, étaient loin d'être terminées. Il y a une tombe à Samarcande. Elle se trouve dans un mausolée appelé le Gour-Émir, ce qui signifie le tombeau du prince. Les murs sont couverts de faïences turquoise et or d'une beauté qui arrête le souffle. Le sarcophage central est taillé dans du jade noir, la plus grande pièce de jade noir sculptée qui existe dans le monde. C'est là que repose Tamerlan, dans une splendeur qu'il avait lui-même commencé à construire avant de mourir, comme s'il savait que son corps allait avoir besoin d'un écrin à la hauteur de ce qu'il avait accompli. Et pendant des siècles, une inscription sur ce tombeau a averti quiconque oserait le profaner. Si on me dérange, un conquérant plus terrible que moi s'élèvera. En juin 1941, des archéologues soviétiques ont ouvert le tombeau pour des raisons scientifiques. 2 jours plus tard, l'Allemagne nazie envahissait l'Union soviétique. C'est peut-être une coïncidence. Mais c'est le genre de coïncidence que Tamerlan aurait apprécié. Sa mort n'a pas mis fin à son empire. Elle l'a fragmenté, puis transformé. Ses fils et petits-fils se sont disputés l'héritage avec la même férocité que les héritiers de Gengis Khan 1 siècle et demi plus tôt. L'empire timouride s'est morcelé en plusieurs États rivaux, chacun contrôlant une partie du territoire original. Mais quelque chose a survécu à cette fragmentation. La culture que Tamerlan avait délibérément construite à Samarcande. Ce mélange de raffinement persan, de rigueur turco-mongole et de curiosité intellectuelle, a continué à produire des choses extraordinaires longtemps après sa mort.
Son petit-fils, Ulugh Beg, a construit à Samarcande un observatoire astronomique dont les mesures des positions stellaires étaient d'une précision qui n'a pas été égalée en Europe avant des décennies. Un autre de ses descendants a écrit les mémoires les plus importants de la littérature turco-persane classique. La civilisation timouride, enfant direct de la vision de Tamerlan, a été l'une des plus brillantes du XVe siècle. Et puis, il y a Babur. Arrière-arrière-petit-fils de Tamerlan, chassé de sa patrie par des rivaux trop puissants, Babur a passé des années à errer avec une petite troupe de fidèles, refusant d'abandonner l'idée qu'il était destiné à régner sur quelque chose de grand. En 1526, il a envahi l'Inde avec une armée que ses adversaires auraient dû pouvoir écraser numériquement. Il a utilisé l'artillerie d'une façon que le sultanat de Delhi n'avait jamais vue. Il a fondé l'empire moghol. Et cet empire, construit par un homme qui se réclamait explicitement de l'héritage de Tamerlan, a gouverné l'Inde pendant 3 siècles et a produit, entre autres choses, le Taj Mahal. Ce monument que des millions de personnes considèrent comme la plus belle construction humaine jamais érigée est l'arrière-petit-fils architectural d'un guerrier de la steppe qui boitait. Le fil est direct, traçable, incontestable. Et je veux aller plus loin que la généalogie dynastique. Parce que le legs de Tamerlan n'est pas seulement dans les pierres et les tombeaux. Il est dans ce que son histoire nous dit sur la du pouvoir, et cette leçon est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était au XIVe siècle. Tamerlan a démontré quelque chose que nous préférons collectivement ne pas regarder en face. Que les systèmes en décomposition créent des opportunités pour ceux qui sont prêts à utiliser tous les outils disponibles sans se laisser paralyser par les règles du jeu en vigueur. Il n'avait pas le droit de régner. Le monde dans lequel il est né avait des règles très claires qui l'excluaient du pouvoir suprême. Il a regardé ces règles, les a comprises mieux que quiconque et les a contournées avec une précision chirurgicale. Non pas en les brisant de façon spectaculaire, mais en construisant en dessous une réalité alternative assez solide pour finir par rendre les règles officielles sans pertinence. Il y a aussi quelque chose à dire sur la blessure. Sur le fait que l'homme qui a dominé son monde pendant 30 ans était physiquement handicapé dans une culture qui faisait de l'intégrité physique une condition de la légitimité guerrière. Tamerlan n'a jamais caché sa blessure. Il ne l'a pas utilisée comme excuse. Il ne l'a pas transformée en récit de victimisation. Il l'a simplement intégrée à ce qu'il était et a construit autour d'elle une compétence si totale dans d'autres domaines que personne ne pouvait se permettre de le sous-estimer sur la seule base de son infirmité. Après la première fois en tout cas. Ceux qui l'avaient sous-estimé une fois ne répétaient généralement pas l'erreur. Alors voilà la question que je t'ai annoncée depuis le début. Était-il un héros ou un monstre? Et je vais te donner la réponse honnête, pas la réponse confortable. La réponse confortable est de dire les deux, de hausser les épaules et de passer à autre chose. La réponse honnête est plus inconfortable que ça. Tamerlan n'était ni l'un ni l'autre dans le sens où nous utilisons ces mots aujourd'hui, chargés de jugement moral moderne. Il était quelque chose que notre époque a du mal à conceptualiser. Un homme qui opérait avec une cohérence interne absolue dans un système de valeurs radicalement différent du nôtre. Dans son monde, dans sa culture, dans son époque, ce qu'il faisait avait une logique que ses contemporains, y compris ses victimes, comprenaient. Ça ne le rend pas innocent. Ça ne diminue pas la réalité de la souffrance qu'il a causée. Mais ça signifie que le projeter dans nos catégories morales actuelles nous dit plus sur nous que sur lui. Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, après tout ce qu'on a traversé ensemble, c'est quelque chose de plus simple et de plus universel. C'est la combinaison de la vision et de la patience. Tamerlan savait ce qu'il voulait à 20 ans. Il a mis 20 ans à créer les conditions pour pouvoir le prendre. 20 ans de construction invisible, d'alliances tissées, de compétences accumulées, de réputation construite, pierre par pierre.
Dans un monde qui récompense la visibilité instantanée et les résultats immédiats, cette patience-là est presque incompréhensible. Et c'est peut-être la leçon la plus dérangeante de toute l'histoire de Tamerlan. Que les transformations les plus profondes, qu'elles soient dans une vie personnelle ou dans l'histoire d'une civilisation, ne viennent pas de ceux qui agissent le plus vite. Elles viennent de ceux qui comprennent le plus clairement où ils vont et qui ne dévient jamais de cette trajectoire, quelle que soit la distance à parcourir. Il boitait. Il n'avait pas le droit de régner. Il est mort avant d'atteindre son dernier objectif. Et pourtant, 6 siècles après sa mort, nous sommes là, à parler de lui, à essayer de comprendre ce qu'il était, à tracer les fils invisibles qui relient une steppe d'Asie centrale au Taj Mahal, à la géopolitique du Moyen-Orient, à l'histoire de l'Europe qui a survécu parce qu'il a brisé l'Empire ottoman au bon moment. Si tu crois que les individus ne changent pas l'histoire, que les structures et les forces économiques déterminent tout, Tamerlan est ton contre-argument. Un seul homme, dans un monde en ruine, avec rien d'autre que sa vision et sa volonté. Et le monde n'a plus jamais été tout à fait le même.